Salut, ici c'est Pascal et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Couple Heureux, le podcast conçu pour apprendre à aimer, quel que soit ce que l'on traverse. Et aujourd'hui dans ce podcast qui s'intitule On se parle, on va parler d'un truc tout simple et pourtant super délicat, prendre le temps de discuter ensemble sans que ça tourne au règlement de compte, à hockey choral. Je veux que tu repartes de ce podcast avec une aide qui fera que probablement tu dormiras moins souvent sur le canapé. Tu as déjà eu cette sensation où tu lances une phrase innocente, genre on devrait peut-être parler de la rentrée, et puis 3 minutes plus tard, vous êtes en train de débattre comme si c'était la fin du monde, ou pire, c'est le silence radio, plus un mot. Rassure-toi, c'est normal, dans le sens où c'est courant. Et la bonne nouvelle, c'est que ça peut changer. À la fin de ce podcast, je te partage 5 clés concrètes qui vont permettre de discuter, d'aborder plein de sujets sans risquer de te retrouver avec l'ambiance dans laquelle vous êtes qui se retrouve effondrée et que la relation se trouve véritablement amochée, on va dire, que vous vous fassiez mutuellement mal. C'est parti. Pourquoi on évite parfois de discuter? Entrons dans le vif du sujet. Déjà, soyons honnêtes, discuter, c'est pas toujours évident, surtout quand on a peu de temps, quand on est plein d'émotions, ou qu'on a juste la flemme, ou qu'on n'a pas envie de se prendre la tête, qu'on veut fuir quelque chose, parfois on a peur, et on veut éviter certains sujets par peur, justement, que ça parte en vrille. Ou bien parce que on a essayé une fois, et que ça a mal fini, et on a une tendance à prendre le principe que si ça s'est mal passé une fois, eh bien, c'est que la règle est que ça se passera mal à l'avenir. C'est assez étrange que on soit en mesure de tirer des conclusions aussi hâtives, parce qu'il y a plein de choses qu'on a faites une fois qui ont échoué, et puis on a réessayé, et finalement on est arrivé. Mais on a cette sorte de préjugé qui fait qu'on se dit ça s'est mal passé quand j'ai parlé de ça, donc du coup je vais pas le refaire parce que ça va mal se passer. Étrange. Alors on range ça dans un coin, dans notre tête, en mode c'est pas le moment, sauf que le moment, finalement il ne vient jamais. Et on fait des choix qui participent à abîmer la relation, à abîmer l'un et l'autre, au lieu de prendre le parti, de se dire, on va l'aborder, on va apprendre à l'aborder autrement. On a échoué 1 fois, 2 fois, 3 fois, 5 fois. Généralement, on a échoué qu'1 fois et on a tiré des conclusions, comme on l'a déjà dit. Mais on va travailler, on va voir comment on peut faire autrement. Et peut-être justement changer les règles du jeu, changer des modalités, et j'y reviendrai quand on parlera des 5 clés, parce que c'est une chose qu'on a besoin d'apprendre à faire, de dire, tiens, ça s'est mal passé. Pourquoi ça s'est mal passé? Parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Donc je vais prendre en considération les parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça, pour faire en sorte que ça se passe bien cette fois-ci, c'est possible. Ou bien pourquoi ça s'est bien passé? C'est aussi une étape qui peut être intéressante pour se dire, je pense que ça s'est bien passé parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça. Et du coup, on va reconvoquer les parce que si, parce que ça, parce que si, parce que ça, pour que ça se passe bien et qu'on puisse affiner l'hypothèse, même si c'est une hypothèse préjugée des raisons pour lesquelles ça s'est bien passé. Et du coup, ça évite de passer à côté de certaines opportunités et de justement se camper dans le truc du silence. Petit à petit, on creuse sa tombe, on creuse la distance. Et puis, on finit par plus rien se dire. Et puis, quand on se dit un truc, paf, ça part en explosion. Parce que on a perdu l'habitude de bien se dire les choses. Et je voudrais déjà qu'à ce stade, tu puisses te dire, tiens, effectivement, quand ça part en biberine dans ma relation conjugale, c'est que je n'ai pas suffisamment pris l'habitude, l'entraînement, de travailler sur ce sujet-là. Et peut-être que ce serait intéressant que je me dise, allez, je vais m'y entraîner, je vais m'y appliquer davantage. Parce qu'à force de pratique, on progresse. Qu'est-ce qui ne progresse pas à force de pratique? Je voudrais avoir ta réponse dans les commentaires de ce podcast. Ça va être rapide, d'accord? Quand on apprend, quand on s'entraîne, on progresse. Ça évite de faire en sorte que le couple soit explose, soit s'éteigne. Et je rappelle que j'ai évoqué il y a quelques minutes le fait que une des motivations qui fait qu'on n'ose pas aborder certains sujets, c'est la peur. Or, on ne peut pas fonder une décision claire et réfléchie sur la peur. La peur encourage à l'évitement, à la fuite, au figement, on va se prémunir de... Mais ça construit pas grand-chose, on est d'accord. On construit pas une chose durable, magnifique, admirable par la peur. Donc si tu vois que tu as de la peine à discuter avec ton partenaire parce que tu es fondé sur la peur, tu sais qu'il y a là quelque chose qui est à travailler pour faire en sorte que la peur diminue. Le remède le plus efficace contre la peur, c'est l'action.
D'autant plus que la plupart de nos peurs sont fondées sur des fantasmes. On a vécu ça d'une manière difficile une ou deux fois. Par peur de le revivre de manière difficile, on ne va pas le mettre en place. Au lieu de se dire, je pourrais changer des paramètres pour le mettre en place de manière à ne plus retrouver la situation comme je l'ai vécu précédemment. Et par conséquent, dire à la peur va te faire voir. J'aimerais bien qu'on passe plus de temps à dire à la peur va te faire voir. À présent, je voudrais partager avec toi 3 principes à garder en tête. Ces 3 principes sont la bienveillance radicale, le rituel de discussion et la patience émotionnelle. On va faire un petit zoom sur chacun d'entre eux. La bienveillance radicale part du principe que l'autre ne cherche pas à te blesser, même si il ou elle s'exprime mal. Aucun des couples que j'ai accompagnés, à quelque niveau de difficulté que ce soit, ne m'ait dit « j'ai vraiment fait ça pendant des mois et pour vraiment blesser mon partenaire ». Non. Et quand on part du principe qu'il y a une bienveillance radicale, on essaie de se dire « ah, il a dit ou il a fait ça pour essayer de faire quelque chose de bénéfique pour la relation ». Même si ce qu'il a fait était dommageable, embêtant. Mais c'est généralement mu par une volonté de faire mieux, d'aller mieux, d'améliorer la relation, d'obtenir un résultat satisfaisant. Et quand on part de ce principe de la bienveillance radicale, ça change de posture. Tu passes de l'attaque à la curiosité ou de la défense à la curiosité. À dire, mais qu'est-ce qui fait que tu as envie de proposer quelque chose qui va dans cette direction ? Est-ce que tu peux, quelque part, même si on ne le formule pas comme ça, mais la question c'est, est-ce que tu peux me donner des éléments qui me permettent de comprendre la démarche dans laquelle tu es, même si je la trouve maladroite. Laisse-moi t'illustrer la bienveillance radicale par un exemple. Imagine que ton partenaire rentre à la maison, grognon, il balance un... Tu pourrais au moins ranger un peu les lieux où tu as passé la journée au lieu d'être là sur son ordi. La réaction instinctive que tu pourrais ressentir, c'est tu prends ça pour une attaque. Tu réponds sèchement, tu disputes direct. Or, si tu décides de faire appel à la bienveillance radicale, tu pourrais te dire, ok, il n'est pas au top là, et si c'était juste de la fatigue ou une frustration mal exprimée, mais pas une attaque contre moi, je vais essayer de ne pas réagir aux mots, mais à ce qu'il y a derrière, à la situation qui peut être. Un des moyens idéaux, c'est de poser des questions pour savoir où il en est, mais tu pourrais répondre plus calmement en disant, tu as l'air tendu, qu'est-ce qui te pèse aujourd'hui ? On en parle quand tu veux. Tu vois ? Du coup, tu ne laisses pas tout passer, mais tu choisis de croire que l'autre ne veut pas te blesser. C'est ça la bienveillance radicale, c'est de se dire, je pars du principe qu'il ne veut pas me blesser. Par conséquent, si j'ai l'impression que son attitude va dans cette direction-là, c'est moi qui suis en train de penser que. Deuxième principe à garder en tête, c'est le rituel de discussion. Une fois par semaine, 10 à 15 minutes, juste pour parler, vous pouvez mettre ça en place. Pas pour régler les problèmes, mais pour vous connecter l'un à l'autre. Donc tu peux poser une question comme qu'est-ce qui t'a fait plaisir cette semaine, ou y a-t-il quelque chose que tu voudrais que je comprenne mieux ? Ça crée un espace régulier qui est simple et qui est précieux pour la relation. Ça permet de vraiment vous connecter. Donc vous pouvez le faire tous les dimanches soirs après le coucher des enfants, par exemple, 20 minutes en tête-à-tête avec un thé, un verre ou rien, mais sans télé, sans smartphone. Il y en a un qui demande à l'autre qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce qu'il y a une chose que tu as vécu comme un succès ou comme une difficulté dans ton travail. Est-ce qu'il y a une préoccupation que tu as particulière cette semaine et qui te pèse, que tu voudrais partager avec moi ? Ou une victoire que tu as vécue et que tu ne m'as pas dit et que tu voudrais que je t'entende sur ce sujet, par exemple. Ok ? Troisième principe à garder en tête, c'est la patience émotionnelle. On veut souvent tout régler en une discussion. On en parle maintenant, une fois pour toutes. Mais parfois, il faut plusieurs temps, plusieurs couches pour comprendre, digérer et avancer. Et ça, c'est quelque chose dans lequel on a besoin d'apprendre à s'inscrire, se dire, tiens, on n'est pas d'accord sur ça, on en a parlé une fois, donc on en parlera une deuxième fois, parce qu'on n'est pas arrivé à un aboutissement. Et peut-être même si on est arrivé à un aboutissement à la première discussion, ça ne veut pas dire que c'est clos ad vitam aeternam, on peut en reparler. Par exemple, s'il y a une grosse dispute sur un sujet sensible, l'éducation des enfants, la belle famille, l'argent, et que les deux sont blessés, parce que ça s'est bien terminé, plutôt que d'exiger une réconciliation immédiate, ce qui est parfois difficile, parce qu'on se dit, il faut pas se coucher fâché.
À combien de couples j'ai dit allez vous coucher fâchés? Je préfère que vous alliez vous coucher fâchés que d'aller vous en mettre sur la tronche pendant des heures et de vous coucher beaucoup trop tard, de vous coucher dans de mauvaises conditions parce qu'on veut absolument pas se fâcher, on ne se sent coupable si on s'est couché fâché, on se réveille donc pas bien, etc. Non, parfois la nuit porte conseil, donc on peut croiser se coucher fâché et la nuit porte conseil. Et puis le lendemain matin, on va voir ce qu'on peut en faire. Et puis on n'a pas réussi à en faire quelque chose de génial le lendemain matin, donc on va voir ce qu'on peut en faire plus tard dans la journée, peut-être le soir ou le surlendemain, prendre rendez-vous. Et au lieu d'exiger une réconciliation immédiate, eh bien on va travailler à une option qui va être bien différente. Quelque part, c'est une manière de se dire, je sais qu'on n'est pas encore d'accord là-dessus. Je propose qu'on en parle dans 2 jours. J'ai besoin de temps pour poser des émotions, pour redescendre. J'aime bien utiliser l'image du curseur que j'ai encore utilisé avec quelqu'un aujourd'hui dans un coaching. Quand on est dans le rouge, on va imaginer 4 couleurs. Bleu, vert, orange, rouge. Quand on est dans le rouge, on n'a pas les facultés nécessaires pour prendre des décisions et avoir la tête froide. C'est pas possible. Donc on prend pas de grandes décisions quand on est dans le rouge. On va donc faire en sorte de redescendre dans le bleu. Bah oui, avant il y a le orange, puis il y a le vert, et puis il y a le bleu. On n'est pas égaux non plus face à ce système-là, parce qu'il y a des gens qui descendent beaucoup plus vite dans le bleu que d'autres. Mon partenaire, quand il est dans le rouge, il faut attendre 2 jours. Alors, ton partenaire, il a besoin, et si c'est ton cas d'ailleurs, toi qui m'écoutes, de t'entraîner à descendre plus vite. Parce que tu as 2 jours pour redescendre dans le vert ou dans le bleu, c'est trop long. Pour toi, pas pour ton partenaire. Ou pour la vie familiale. Pour toi. Parce que ça veut dire que pendant 2 ou 3 jours, tu as mal. T'imagines que tes enfants, ils vont bien, ils te voient faire la tête, mais ils vont bien. Ton partenaire, il va bien. Lui, physiquement, il te voit faire la tête, mais il va bien. Parfois, tu voudrais que ton partenaire soit affecté par le fait que tu vas mal. C'est aussi pour ça que tu laisses durer, que tu tartines, tu es temps, pour que l'autre se dise quand même, c'est vraiment grave ce que tu as fait, puisque tu vois qu'il me faut 3 jours pour m'en remettre. Arrête ce jeu-là. Parce qu'en fait, le plus malheureux de tout ça, c'est toi. Je préfère que tu descendes le plus vite possible dans le bleu, donc rouge, orange, vert, bleu, pour te retrouver avec toutes tes facultés. Visualise que c'est quand tu es dans le bleu, dans la sérénité, dans la paix, dans le froid, que tu es dans une vraie chaleur relationnelle. Et que là, tu peux retrouver toutes tes facultés pour prendre des décisions de manière claire. Quand tu es dans le rouge, c'est pas possible. Pas possible. J'aime bien cette image du parent qui est chez lui avec son enfant. On va imaginer que là, il y a un feu de camp qu'on a fait. C'est le soir, le tranquille, on est entre amis. Et puis on voit son enfant qui s'approche du feu de camp. Et évidemment, les parents discutent entre eux. Et l'un des parents dont l'enfant s'approche beaucoup du feu de camp, il est en train d'écouter son ami qui est en train de lui parler, mais en même temps, comme son enfant se rapproche du feu de camp, qu'est-ce qui se passe? Son aptitude à écouter ce que lui dit son ami diminue, parce que son attention augmente vers son enfant, parce qu'il commence à avoir peur. Il dit, s'il va se brûler, s'il tombe dans le feu, s'il y a un accident. Quand on est dans le rouge émotionnel, c'est ce qui se passe. Notre acuité à percevoir notre environnement, même quelqu'un qui est en train de nous parler de quelque chose qui nous paraissait important, va se réduire pour donner de la place au sujet qui nous paraît important et qui nous amène dans le rouge. Quelque part, de manière imagée, on réduit notre champ de perception visuelle. On n'arrive plus à voir large. Avant, on voyait à 180, même un peu plus, 200 degrés. Mais là, comme l'enfant il se rapproche du feu, on voit à 15 degrés. On n'entend plus ce qui se passe autour. J'aime bien dans les films, ils font ça de temps en temps, il y a quelqu'un qui est là, il discute avec des amis, tout ça, et puis il commence à partir en pensée, et on entend que le son ambiant devient de plus en plus sourd, quoi. On n'entend plus les gens, et parce qu'en fait, il est dans ses pensées, il est préoccupé, et cette préoccupation va baisser l'acuité visuelle, l'acuité auditive, pour nous permettre de nous focaliser, de concentrer notre énergie sur ce qui nous préoccupe particulièrement. Quand on est dans le rouge, c'est ce qui se passe. Quand on est dans une impatience émotionnelle, c'est ce qui se passe. On a donc besoin d'entrer dans cette aptitude à se dire, ok, je sais qu'on n'est pas d'accord, on va redescendre, revenir dans le bleu, et quitte à le faire dans 2 jours, discuter dans 2 jours, ou demain, ou plus tard, quand on sera tous les deux dans le bleu. Et vous pouvez utiliser cette image, toi et ton partenaire, dans le couple, pour se dire, écoute, là, je suis encore dans le orange, je pense que je serai dans le bleu dans 2-3 heures, si tu veux bien, on en parle dans 3 heures, ou ce soir, en rentrant du boulot, d'accord? Parce qu'on sait qu'on va être optimal dans le bleu. Donc, j'attends d'être dans le bleu, ou
Mieux encore, je fais en sorte d'être dans le bleu. C'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je le travaille avec les personnes que je coach pour leur apprendre à venir dans le bleu le plus vite possible, même quand on est dans le orange, dans le rouge, parce que c'est là qu'on est au top. Le temps est venu que je te partage les clés, les 5 clés pour discuter sans s'énerver. Ce sont des clés qui favorisent une conversation qui permettent de se rapprocher au lieu de se diviser. Et je te les donne une par une avec des exemples concrets. Alors prends ce qui résonne pour toi, en priorité bien sûr, et puis tu peux noter ces clés pour les avoir avec toi dans ta relation quotidienne. Première clé, choisir le bon moment. Tu ne lancerais pas une conversation profonde à 7h du matin pendant que l'autre cherche ses chaussettes. D'accord ? On est en pleine dispute sur qui a oublié le pain. Non, on va pas aborder une discussion importante là-dessus. Ou pendant que les enfants sont en train de sauter à droite et à gauche dans le salon alors qu'on est rentré du boulot le soir. Le bon moment, c'est quand vous êtes tous les deux dispo, mentalement et émotionnellement. Tu comprends que je fais encore allusion à la zone bleue que je viens d'évoquer tout à l'heure. Ça peut être après un dîner, pendant une balade ou même dans la voiture. Un moment où tu peux être vraiment dans une sérénité, pas de perturbation. Et tu peux dire un truc simple. J'aimerais te parler d'un truc important. Est-ce que c'est un bon moment pour toi ? Rien que ça permet à ton partenaire de te répondre sur la couleur dans laquelle il est. Écoute, là, je suis dans le orange. Je préférerais qu'on en parle quand je suis dans le bleu. Mais tu vois, tu vas pas aborder directement le sujet parce que tu vas vérifier ou t'assurer que c'est le bon moment. Parfois, tu peux savoir que c'est le bon moment parce que ton partenaire a entendu le sujet. Mais de quoi tu veux parler ? Je voudrais parler de la difficulté que j'ai au travail avec mes collègues parce que je suis en train de réfléchir de manière existentielle à quelque chose de très important, je voudrais te partager. Alors écoute, sous-entendu, je suis dans le bleu, mais j'ai une préoccupation qui fait que je ne peux pas pour l'instant. Je voudrais vraiment prendre le temps d'être avec toi. Donc, même si ton partenaire te dit pas ça et qu'il te dit écoute, je préfère qu'on en parle peut-être plus tard, tu veux bien. Dis-toi qu'il est en train de se fonder sur le principe de la bienveillance radicale. Je voudrais que tu te fondes là-dessus en disant c'est pas qu'il s'en fout de mon sujet, c'est qu'il veut vraiment prêter attention, concentrer à ce que je veux lui partager. Par conséquent, on pourra en parler un peu plus tard. Est-ce que ça te va ce soir ? Est-ce que ça te va demain ? Est-ce que ça te va ? Et on cherche ensemble un moment où ce sera mieux pour que vous puissiez en profiter tous les deux. Parce que si ça te fait du bien à toi de partager avec ton partenaire, mais que ton partenaire n'est pas vraiment là, c'est dommage. T'es passé à côté de quelque chose que tu voulais vivre finalement. Donc, on va choisir le bon moment. Et finalement, je préfère utiliser le verbe créer. On va créer le bon moment. Donc, quand tu partages avec ton partenaire le fait que tu veux, avec lui, aborder un sujet important, dis-toi qu'il est co-créateur du bon moment. Et que c'est pas à toi de décider que là, c'est le bon moment et tu te soumets au bon moment. Est-ce que, quand tu lui dis « j'aimerais te parler d'un truc important, je voudrais créer ce bon moment », c'est le message sous-entendu, est-ce que tu es OK de le créer maintenant ? Et ton partenaire va te dire oui, non, sinon vous allez le créer à un autre moment. Si c'est vraiment quelque chose qui te tient énormément à cœur, on pourra en parler dans un coaching. Et que tu tiens à ce que ce soit ce moment-là, je veux dire, et que ton partenaire veut pas. Mais ça, je l'aborderai en B2B dans un coaching. Deuxième clé, écouter pour comprendre. Ça peut paraître bizarre ce que je t'ai dit là, parce que tu peux dire, si j'écoute, c'est pour comprendre. Et non, pas forcément. Parce que tu peux être dans le travers du piège d'écouter pour répondre. Avoue parfois, t'écoutes juste pour trouver la réplique. On le fait tous. Mais quand tu décides d'écouter pour comprendre ce que les autres ou ce que l'autre ressent, tu ouvres un espace vraiment précieux qui n'a rien à voir. L'idée, c'est pas de savoir ce que je vais lui répondre, c'est pas de te défendre ou de trouver la solution, c'est d'écouter l'autre. Et un des signes d'ailleurs qui est fréquent dans lequel tu peux percevoir que tu as tendance à écouter pour répondre, c'est quand ton partenaire te dit écoute là, purée, c'est difficile, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai pas réussi à le faire, et que tu te rends compte que tu es en train de commencer à avoir envie de lui dire tu pourrais faire ci ou tu pourrais faire ça. Là, tu as écouté pour répondre, pas pour comprendre. Si tu veux écouter pour comprendre, tu vas pas proposer de solution. Éventuellement, tu vas lui demander est-ce que tu voudrais mon aide là-dessus ? Là, tu es en train de chercher à comprendre. D'accord ? Donc, un des signes fréquents qui montre que tu veux chercher à répondre, c'est que tu te proposes des solutions, tu proposes ton aide, tu veux faire à la place de l'autre. T'en fais pas, je vais m'en écouter, m'en occuper, ou bien non, écoute, c'est pas grave, ou te fais pas de soucis pour ça. Ça, t'écoutes pas pour comprendre, t'écoutes pour répondre. Tu veux rassurer, tu veux sécuriser,
Mais c'est pas pour comprendre. Pour comprendre, on vient tout nu, sans solution, sans outils. On vient avec nos oreilles et nos yeux. Et nos tripes. Donc, par exemple, tu vas avoir tendance à reformuler, si tu écoutes pour comprendre, ok, si je comprends bien, tu as ressenti ceci et cela quand j'ai dit ça. Et l'autre, par conséquent, se sont écoutés, ils se sont existés, ils se sont reconnus, et du coup, ça désamorce beaucoup de tensions. Et quand on accule ou on cumule cette approche de écouter pour comprendre au principe de la bienveillance radicale, ça fait un truc magnifique. Parce que ton partenaire te dit « Oh, j'en ai marre, tu me gonfles quand tu fais ça ». Si tu pars sur le principe de la bienveillance radicale, tu vas te dire « Tiens, il est en train de vivre quelque chose de difficile ». 1. 2. Tu vas partir du principe que tu vas chercher à comprendre ce qui se passe. Je vois que tu réagis à ce que je viens de te dire et qu'il y a quelque chose que tu veux partager avec moi. Eh oui, et là, tu as écouté pour comprendre avec la bienveillance radicale. 3e clé, tu parles en je et pas en tu. Là, j'enfonce des portes ouvertes normalement parce que c'est tellement présent partout dans les manuels et les formations conjugales. Le fameux tu qui tue, tu ne m'écoutes jamais, ça attaque directement. Et l'autre se met sur la défensive. Attends, tu rigoles, je t'écoute, la preuve, regarde, machin, etc. Voilà, il va défendre. Alors que si tu dis je me sens ignoré ou je ne me sens pas écouté quand je parle, parce que tu regardes ton téléphone, ben ça fait pas la même chose. Tu parles de ton ressenti, pas de ce qu'a fait l'autre. Et là, tu peux ouvrir un dialogue clair. Ah, parce que j'utilise mon téléphone, tu as le sentiment que je t'écoute pas ? Bah oui, parce que... Voilà. Et tu vas pouvoir donner des explications sur ton ressenti, ou même peut-être ton besoin. En fait, j'ai besoin pour me sentir écouté que tu ne regardes pas ton téléphone. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît ? Et là, on a posé quelque chose de clair et de fort. 4e clé, c'est de clarifier ton intention. Dis à l'autre pourquoi tu veux parler. Parce que tu veux pas juste parler. Et parfois, d'ailleurs, on n'est même pas conscient qu'on parle pour parler. Or, quand on parle pour parler, c'est comme si on avait pris sa voiture pour conduire. Alors, si tu prends ta voiture pour conduire, il y a quelque chose qui va pas. Tu prends ta voiture pour conduire pour une destination, il y a un but précis. Parler pour parler, ça pose un problème. Si tu veux juste partager, bah, c'est pas suffisant. Donc, apprends à te centrer sur, tiens, pourquoi je veux parler ? Est-ce que je veux parler pour avoir une réponse, pour avoir une solution ? Est-ce que je veux parler pour me faire du bien ? Est-ce que je veux parler pour nous connecter ? Est-ce que je veux parler parce que je veux une solution ? Est-ce que je veux parler pour me vider le cœur ? Et tu peux faire cette démarche avec ton partenaire. Et tu peux dire à ton partenaire, par exemple, en fait, j'ai pas besoin de solution, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Et là, tu aides ton partenaire à ne pas réagir ou à pas se sentir attaqué, parfois même à ne pas se sentir impuissant parce qu'il ne sait pas comment faire et qu'il se dit mince, si je sais pas quoi lui répondre, qu'est-ce que ça va faire ? Ben en fait, je veux pas forcément que tu me répondes. Je voudrais que tu écoutes ce que je suis en train de te partager et que je vis et qui est parfois pesant ou parfois super réjouissant. J'ai envie de te le partager parce que je me suis régalé avec mes copines, c'était super, on a fait des trucs géniaux, etc. Et donc, ça veut dire que tu voudrais ressortir avec tes copines. Non, j'ai juste besoin que tu m'écoutes. Ah, intéressant. Clarifier tes intentions te permet de préciser à ton partenaire les raisons pour lesquelles tu t'es engagé dans une démarche de partage. 5e clé, savoir faire pause. Parfois ça monte, l'émotion déborde, c'est humain, plutôt que de se forcer le dialogue en plein orage, propose une pause. Tu sens que t'es monté dans le rouge, dans le orange. Écoute, je me sens pas, je sens que je m'énerve. Est-ce qu'on peut reprendre dans 15 minutes ? C'est très fort, c'est très responsable et vraiment mature de pouvoir faire ça. Je sens que je vis mal la situation. C'est important. Nous-mêmes, en tant que coach, on le fait. Si je vois qu'il y a une résonance dans un accompagnement, que j'ai avec quelqu'un et que je le sens mal, je m'octroie la liberté de dire, écoute, là, je me sens dépassé par la situation, ça résonne avec quelque chose que j'ai vécu et qui n'est pas encore réglé en moi. Est-ce que tu permets que je prends note ? Et puis, on en reparlera une autre fois, ou bien, comme font certains psychologues ou autres, ils envoient vers notre confrère quand ça résonne, comme on dit. C'est pas une manière de fuir, c'est une manière de protéger la relation, de s'assurer qu'on va veiller à ce qu'elle se poursuive dans les meilleures conditions. Voilà. Je t'ai partagé les 5 clés, et je peux me réjouir de me dire que, tiens, elles vont t'aider à avoir des discussions plus douces, plus sincères et plus constructives avec ton partenaire. Alors, retiens-les.
parce que c'est vraiment important. Retiens que parler, c'est un cadeau qu'on se fait à deux. Tu te le fais à toi et tu le fais à ton partenaire. C'est pas toujours facile, mais c'est ce qui conduit un couple à devenir solide. Donc je te propose un petit défi pour cette semaine. Pendant 15 minutes avec ton partenaire, tu vas demander simplement « Et toi, comment tu te sens en ce moment dans notre relation ?» Et puis tu écoutes, juste pour écouter. Il n'y a pas de préconclusion, des verrous que tu as peur de « si il me dit que ça va pas, et si je sais pas quoi ». Tu veux juste écouter, juste ça. Ok ? Si tu as aimé cet épisode, évidemment, tu peux le liker, tu peux le partager, mettre des commentaires. Si tu as des questions, bien, tu peux poser des questions. Abonne-toi sur l'application podcast que tu utilises. Mets 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. J'ai vraiment besoin d'avoir des étoiles et des commentaires sur l'application podcast de Apple. Donc, Apple Podcast. Je te demande, si tu utilises un smartphone, iPhone, de bien vouloir le faire, évidemment. Et puis de partager avec des gens que tu aimes, des gens qui sont en couple et qui ont besoin d'apprendre à vivre le bonheur de parler, de se dire « Allez, on se parle ». Et je voudrais terminer avec la chanson de Francis Cabrel, que je ne vais pas publier pour ne pas payer les droits d'auteur, mais qui s'intitule « Parlons-nous ». Je voudrais que tu puisses l'écouter. Tu tapes sur l'application que tu veux et tu écoutes cette chanson « Parlons-nous ». Elle parle de tout type de relations, des relations familiales, amicales et autres. Et je trouve qu'elle est intéressante parce que c'est comme une invitation. Allez, on se parle. Je voudrais que dans ta démarche, tu puisses te dire en couple, allez, on se parle. On cesse d'avoir peur. On se parle. Il y a une difficulté, on se parle. On veut s'aimer, on se parle. Parce que si on ne se parle pas, on participe à creuser un fossé. D'où l'intérêt de se dire, allez, on se parle. Avant de te laisser, je t'annonce que je suis à la recherche de 10 couples ou 10 personnes individuelles qui ont envie de travailler à leur amélioration conjugale pour leur offrir, et oui, tu as bien entendu, pour leur offrir le tout nouveau programme Couple Heureux. On a lancé une nouvelle méthode qui s'appelle la méthode CAP et je cherche 10 couples qui sont partants pour rentrer dans cette méthode CAP. C'est offert pendant 1 mois. Donc si tu es partant, évidemment, tu peux candidater. Tu m'envoies un email à l'adresse pascal.quionquion, couple-heureux.com et tu me dis que tu es candidat pour rentrer dans ce programme. Ce programme qui te permettra de travailler sur ta vie conjugale avec des coachings collectifs. Pour l'instant, je recueille les candidatures parce que le programme va s'ouvrir le 1er mai, exactement le 2 mai pour la session du mois de mai. Donc si tu es partant et que ton profil correspond, tu pourras rentrer dans ce programme et je me réjouis par avance de t'accueillir. C'est valable pour un individuel qui vit en couple ou pour un couple qui veut y entrer, sachant que les candidatures sont limitées à 10, donc dépêche-toi. Et même si c'est quelqu'un que tu connais qui aurait besoin de travailler sur son couple, tu peux aussi lui dire que c'est ouvert. Sans doute que tu connais l'expression « c'est maintenant ou jamais ». Eh ben, elle est bien adaptée là parce que c'est maintenant ou maintenant. Après, il n'y aura pas d'autres options pour rentrer dans ce programme. Donc, j'attends 10 couples maximum d'ici la fin du mois d'avril 2025. Je te le dis parce que si tu écoutes le podcast dans quelques années, ça sera mort. Ou dans quelques semaines. Pour rentrer dans ce nouveau programme avec la nouvelle méthode CAP dans laquelle tu vas pouvoir te faire du bien à toi, à ton couple, pour booster la relation conjugale. La semaine prochaine, on parlera de ce qui se passe quand l'un veut parler et que l'autre fuit. Voilà. C'est plus fréquent qu'on ne le croit. Et il faudrait qu'on s'arrête là-dessus pour que si tu es confronté à ça et que d'ici la semaine prochaine, tu t'es mis en mouvement pour te dire « Allez, on se parle » et que tu te rends compte que ça ne fonctionne pas, eh bien, tu auras des éléments la semaine prochaine sur ce sujet pour avancer un peu plus loin. Continue, avance, passe à l'action, pense aux commentaires, aux 5 étoiles et je te dis à très bientôt.